L'échiquier international, bienvenue à vous. Trump et l'Afrique, comment présenter le sujet? Les transactions commerciales ont remplacé, semble-t-il, les aides au développement au sein d'un continent perçu désormais comme une réserve de ressources naturelles et stratégiques. Et il faut le dire, sur le continent, la Chine devance largement les États-Unis dans la course aux minéraux rares et l'accès aux sources d'énergie. L'Afrique tremplin dans la compétition avec Pékin, d'où l'implication tout azimut de Donald Trump pour la paix dans l'Est de la RDC. On va poser la question à notre invité du jour. Avec la Chine, autre chose inquiète Trump, le multilatéralisme, une politique englobant de nombreux pays qui gênent Washington, qui préfèrent négocier avec des États pris isolément. Il n'y a pas l'Afrique, il y a des Afriques que Washington ne peut plus délaisser à d'autres puissances bien établies au risque de se faire devancer. Trump et l'Afrique, une relation montagne russe, on en parlait, c'est tout de suite. Que dire des relations entre Trump II et l'Afrique? Large question, nous prendrons quelques événements pour peut-être avoir un semblant de réponse. Le tout avec notre invité du jour, Patrick Bécaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Patrick Bécaud, politologue et spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs, il en sera question tout à l'heure. Mais avant, Patrick, quand on dit Trump et l'Afrique, beaucoup de choses nous viennent à l'esprit. Prenons les choses une par une. Par exemple, la fin de l'aide au développement avec le décret du 20 janvier 2025, c'est-à-dire une fois arrivé au pouvoir. Il s'agit pour Trump d'un démantèlement de l'Agence américaine pour le développement qui fournisse à elle seule 42% de l'aide humanitaire mondiale. Alors, résultante, on sait qu'en Afrique du Sud et au Cameroun, la lutte contre le sida a été sérieusement impactée. Trump, lui, voit ces aides comme étant du gaspillage. Il préfère à la place favoriser des relations commerciales. Je crois qu'il faut, de mon point de vue, c'est une erreur d'appréciation de la part du président Trump, parce que quand on parle de l'aide au développement, on oublie de rappeler que cette aide au développement s'inscrit dans une logique géopolitique et stratégique bien définie, qui a commencé d'abord à l'époque de la guerre froide, où l'aide permettait justement d'extraire certains pays alignés sur l'Union soviétique pour les intégrer au système capitaliste américain. Et donc, cela n'a jamais changé, mais Donald Trump, le président Trump, a une perception, une vision totalement différente de l'aide et pense qu'en coupant l'aide et en réorientant les fonds dans une dynamique de coopération bilatérale, elle aura davantage d'effets positifs pour les intérêts américains. Mais en réalité, quand on examine de très près depuis le début de cette politique d'aide, on comprend mieux que c'est une politique qui s'inscrit, comme je l'ai dit précédemment, dans une stratégie bien définie, de défense des intérêts américains. Cette approche trumpienne à l'endroit de l'Afrique a été jugée brutale, pour ne pas dire condescendante. Prenons par exemple le cas des relations avec l'Afrique du Sud. Les tensions n'ont fait que s'aggraver, avec un point culminant, l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis le 13 mars dernier, ce qui semble avoir énervé les Américains et que Pretoria est impliqué dans le dossier de la plainte contre l'entité sioniste à la CIJ et que l'Afrique du Sud, d'un autre côté, première économie africaine, on le rappelle, défendrait une politique multilatéraliste avec les BRICS. Le souverainisme sud-africain semble énerver quelque peu les analystes et surtout Trump. Oui, mais je crois qu'il faut quand même comprendre que Donald Trump n'est pas un politicien, ce n'est pas le genre de politicien qu'on observe, hein, le politicien classique qu'on connaît, qui a une vision de la politique étrangère, de la diplomatie. Pour lui, la politique étrangère, la diplomatie, la politique intérieure relève d'abord d'un show. C'est un homme qui vient quand même du monde des médias, qui avait une télé-réalité et qui pense que la politique devait être gérée comme dans une télé-réalité. Il agit en fonction de ses humeurs, ce qui pose problème pour un pays aussi puissant que les États-Unis. Et bien entendu, il y a toute cette dynamique que vous venez de relever, donc l'appartenance aux BRICS, le positionnement de l'Afrique du Sud dans le dossier de Gaza. Tout ça hérite Donald Trump de manière un peu personnelle, au point justement d'occulter des enjeux beaucoup plus importants qui auraient dû permettre aux États-Unis de se rapprocher, par exemple, de l'Afrique du Sud. Mais là, on voit un positionnement qui est davantage idéologique et qui ne répond pas à toutes les règles de la diplomatie classique que l'on connaît. D'ailleurs, on se souvient, Trump et Vance, son vice-président, avaient boudé le premier G20
africain. C'était sur le sol sud-africain d'ailleurs. L'Afrique du Sud ne sera pas invitée, d'après le président américain, lors du prochain sommet du G20 qui doit se tenir à Miami en 2026. Donc, alors ce mois-ci, autre chose, la Maison-Blanche a ajouté 5 pays africains supplémentaires à la liste d'interdiction de visa. Il s'agit du Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Soudan du Sud. Ils rejoignent d'ailleurs le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. Le Nigeria et la Tanzanie, des pays pour l'instant soumis à des restrictions partielles. C'est du jamais vu de la part d'un président américain, surtout que beaucoup de ces pays sont en guerre ou sont en crise et que Washington est impliqué dans leurs problèmes, on va dire les choses comme ça. Oui, ben c'est un peu paradoxal, surtout dans le cas du Nigeria, qui vient d'ailleurs d'autoriser, en tout cas avec qui les États-Unis ont eu des entretiens pour mener des attaques sur le territoire nigérien, soi-disant pour combattre les forces islamistes. Donc il y a une sorte de contradiction, mais qui peut se comprendre au regard de la personnalité du président Trump. On en a parlé hier, autre sujet du jour, on en a parlé hier, il s'agit de la reconnaissance du Somaliland par l'entité sioniste qui rabatte les cartes de la région de la Corne de l'Afrique, vrai nœud commercial et stratégique de haute importance. Sujet de l'émission d'hier où on a analysé les choses, où on a dit que l'entité sioniste pourrait, ça allait être dorénavant un avantage pour l'entité sioniste pour surveiller à la fois les Houthis au Yémen, également le détroit d'Ormuz pour cibler davantage et mettre la pression sur l'Iran, sans parler de Bab el-Mandeb, qui est une route commerciale les plus fréquentées du monde. Eh bien, il y aurait, d'après les médias sionistes qui ont fait fuiter l'info, il y aurait une autre raison de cette reconnaissance qui a été confirmée par Trump lui-même. Le Somaliland permettrait d'être une terre de déportation pour une partie des Razaouis. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, Patrick Mbeko, sur cette reconnaissance sioniste du Somaliland? Ouais, je pense que c'est une approche du côté israélien, c'est une approche qui est d'une certaine manière stratégique. Comme vous l'avez dit, c'est un carrefour important d'abord. Le Somaliland est très bien positionné. On a en face le Yémen, il y a la question des Houthis, mais il y a aussi et surtout la question palestinienne. Et je crois qu'aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a eu cette reconnaissance officielle. Mais si vous regardez les documents ou même ce que les médias américains avaient rapporté déjà à l'époque où Donald Trump présentait son plan sur Gaza, on parlait déjà de cette possibilité de déplacer une partie de la population gazaouite vers des espaces un peu trouble. Et le Somaliland, d'ailleurs, avait été évoqué comme espace géographique où l'on pourrait déverser une partie des Gazaouis là-bas. Donc, il ne faut pas seulement voir dans cette reconnaissance une manœuvre strictement israélienne. En toile de fond, il y a les États-Unis qui manœuvrent aussi, même si le président Donald Trump a dit ouvertement qu'il ne reconnaissait pas ou qu'il n'emboîtait pas le pas au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il y a une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom et qu'on a pu voir à l'œuvre déjà pendant les négociations sur l'Iran. Donc, lorsque le président Trump dit quelque chose, il ne faut pas toujours le prendre au pied de la lettre. Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de mesquinerie là-dedans. Et dans le cas de Somaliland, justement, on voit Israël se déployer en toile de fond. Il y a des pays qui regardent ça quand même d'un bon œil, même si officiellement on adopte des postures qui semblent dire le contraire. Autre sujet du jour, Nigeria. Alors, on pourrait utiliser le mot ironie, sauf qu'il s'agit d'une tragédie. Donald Trump se dit vouloir protéger les chrétiens du pays en ordonnant pourtant des frappes le jour de Noël. Mais ce qui étonne surtout, c'est le choix des zones ciblées. L'État islamique, généralement, se situe dans l'État de Borno. C'est au nord-est du pays, dans la région du lac du Tchad. Les frappes américaines ont été pilotées le 25 décembre à l'autre extrémité du pays, c'est-à-dire au nord-est. De plus, le groupe visé radical est appelé l'Akourawa, qui ne constitue pas une menace pour les chrétiens, d'après les analystes, puisqu'il serait environ 200 combattants. Alors pourquoi ces frappes de Trump au Nigeria, Patrick Mbeko? Vous savez, moi, jusqu'à présent, parce que j'ai un peu suivi ça de très loin, mais ça ne s'explique pas d'une part, et d'autre part, c'est de comprendre pourquoi le Nigeria
justement, tolère qu'il y ait des frappes sur son territoire? C'est la véritable question qu'il faut se poser parce que le Nigeria est quand même un acteur très important sur le continent africain et tolérer ou accepter que les États-Unis interviennent de manière tout à fait problématique en bombardant des espaces soi-disant occupés par des groupes rebelles qui ne représentent pas nécessairement une menace pour la sécurité américaine pose problème. Le deuxième élément, c'est l'argument de la défense des chrétiens du Nigeria qui justement heurte en fait la position du gouvernement nigérien qui a clairement dit que les chrétiens n'étaient pas menacés. La vraie question de mon point de vue est de savoir pourquoi le Nigeria autorise ou permet aux États-Unis d'intervenir sur son territoire, ou peut-être qu'il y a eu intervention sans l'accord nécessaire du Nigeria et que par la suite, pour ne pas perdre la face, le président Tinubu a dû adopter une posture qui laisse penser que le Nigeria reste maître de son destin, de sa souveraineté. Quelle place occupe réellement la dimension religieuse dans les violences au Nigeria, puisque ça a été le prétexte avancé par Donald Trump? Je pense que dans la plupart des conflits, pas seulement au Nigeria, mais sur le continent africain, il y a des enjeux politiques qui instrumentalisent la dimension ethnique et religieuse de ces questions-là. Et quand on revient à l'argument du président Trump, c'est là d'autant plus surprenant justement qu'il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de pays dans le monde où les chrétiens ont quand même des petits soucis à se faire. Alors là, on n'intervient pas, on essaie d'intervenir au Nigeria. Et encore une fois, comme je le dis, le plus important est de voir pourquoi est-ce que le Nigeria prévoit ça. Il est vrai qu'il y a des enjeux religieux ou même ethniques importants au Nigeria comme dans la plupart des pays au sud du Sahara, mais ces enjeux sont secondaires vis-à-vis des enjeux politiques qui sont beaucoup plus importants et souvent occultés. Pourtant, la majorité des victimes au Nigeria, que ce soit des victimes chrétiennes comme musulmanes, seraient prises dans des dynamiques de violence quotidiennes. On pointe la responsabilité de l'État central de pouvoir de moins en moins sécuriser certains pans entiers du territoire. En fait, c'est l'État du Nigeria qui a, semble-t-il, quelques faiblesses. Exactement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas justement se limiter à des arguments fallacieux ou simplistes comme ceux avancés par les États-Unis ou le président Trump en disant qu'on intervient pour sécuriser les chrétiens. Il y a un problème de gouvernance au niveau sécuritaire, au niveau de la défense et de la sécurité qui doit être abordé. Et à ce niveau, la responsabilité première revient aux autorités du Nigeria. Et vous avez bien fait de relever que d'ailleurs, quand les groupes intégristes attaquent les populations civiles, ils s'en prennent aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens. Donc, il n'y a pas nécessairement de distinction. Ce qui montre que l'enjeu est beaucoup plus est ailleurs et que des questions d'enjeux politiques ou géopolitiques ne sont pas négligées dans ce genre de conflit. Trump, lui, parle pour expliquer, ou en tout cas motiver ces bombardements, parle d'un génocide chrétien qu'il souhaite arrêter. On sait qu'en début 2025, des représentants de l'Église évangélique nigériane ont été auditionnés au Congrès américain, dénonçant un prétendu génocide de chrétiens et appelant à des sanctions contre le gouvernement du Nigeria. On sait que ces groupes évangéliques sont proches de la droite radicale sioniste. Est-ce qu'on aurait un début d'explication en mettant en exergue cette proximité entre la droite sioniste et certaines églises africaines évangéliques? On ne peut pas l'exclure, surtout quand on connaît le positionnement de la plupart de ces groupes évangélistes, pas seulement au Nigeria, mais au Congo et dans la plupart des pays africains où on constate d'ailleurs une proximité importante entre les pouvoirs en place et l'État d'Israël. Si vous prenez le cas du Cameroun, de la RDC même, du Togo, vous retrouvez dans la plupart de ces pays des groupes évangélistes qui sont très proches des milieux liés à des intérêts israéliens, parce qu'ils ont tendance à identifier justement, selon eux, l'État actuel d'Israël qui a été créé en 1948 de manière arbitraire est lié à l'Israël qui est décrit dans la Bible. Donc c'est assez curieux, on n'a pas de profondeur historique, mais on s'avance sur des terrains parfois très, très problématiques comme celui-là, et vous retrouvez dans ces pays-là des gouvernants qui sont aussi soutenus militairement, en tout cas au niveau de l'appareil sécuritaire par l'État d'Israël, ce qui permet de comprendre aussi la convergence de point de vue entre certaines entités sur le continent africain, au sud du Sahara, et l'État d'Israël. Et ça pourrait aussi, c'est l'un des éléments qui pourrait permettre de comprendre aussi le positionnement des États-Unis et par extension d'Israël vis-à-vis des pays africains, en particulier du Nigeria.
Le conflit, à présent, le conflit qui ensanglante la région de l'Afrique des Grands Lacs dans l'Est africain, la zone déshéritée du Kivu, on le sait, regorge de ressources ultra convoitées par Washington, terres rares, lithium, tantal, coltan. C'est ce qui motive Trump d'imposer, dit-on, la paix entre le Rwanda et la RDC, même si sur le terrain, cette paix demeure fragile. C'est pas vous qui nous direz le contraire, Patrick Beko. L'accord qui a été signé n'est pas un accord de paix. C'est un accord politique qui a ouvert la voie à la signature d'un accord économique qui doit avantager les entités, les intérêts américains dans la région des Grands Lacs et tout particulièrement en RDC. Donc, on a même vu, quand on regarde des images de la cérémonie à Washington de la signature de cet accord entre les présidents Kagame du Rwanda et Tshisekedi de la RDC, on voit bien que les deux chefs d'État ne s'accordent aucunement sur l'accord qu'ils étaient en train de signer sous l'égide ou en tout cas en présence de leur homologue américain. Quelle est la situation sur place, Patrick Beko? Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le dossier, vous avez écrit des livres aussi, comme le dernier, Rwanda, Malheur aux vaincus, 1994-2024, votre dernier livre. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la situation sur le terrain? Sur le terrain, les affrontements se poursuivent entre la RDC et le Rwanda qui soutient ou entretient la milice ou le groupe armé qu'on appelle 1-23, qui est une excroissance des forces de défense rwandaises. Donc les affrontements se poursuivent. La ville d'Uvira, la ville stratégique d'Uvira en face du Burundi est tombée il y a quelques semaines et de part et d'autre, on se renforce sur le plan militaire. Et donc on ne voit même pas l'utilité de l'accord de paix qui a été signé. Les États-Unis avaient haussé le ton à un moment donné après la chute de la ville d'Uvira. Le 1-23 fait semblant de se retirer en restant sur place. Et depuis, il y a un silence assourdissant du côté américain, mais aussi de toutes les parties impliquées dans les discussions sur l'accord de paix. Et donc, sur le terrain, c'est la logique des armes qui prévaut pour l'instant. Pourquoi le président Tshisekedi, pourquoi son armée régulière n'arrive pas à sécuriser la région depuis le temps? Il faut dire qu'au-delà de l'implication rwandaise auprès du M23, il y a un problème structurel important au niveau de l'armée congolaise qui permet d'expliquer, entre autres, la débâcle des forces armées, donc les FARDC, les forces armées congolaises sur le terrain militaire. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, un militaire congolais gagne jusqu'à tout récemment, gagner 80-100 dollars par mois, des gens qu'on déploie au front et qui n'avaient pas nécessairement la motivation de se battre. J'ai eu des discussions avec des hauts gradés des forces armées congolaises, y compris des gens dans les renseignements militaires, qui m'ont fait comprendre que les militaires n'étaient pas motivés, même si ils en avaient contre la présence rwandaise la présence rwandaise qui soutient le 1-23. Et donc, il y a ce côté-là. Et du côté congolais, au niveau de la gouvernance, il faut aussi dire et le reconnaître, il y a une rupture de confiance entre le peuple, une partie des forces armées et des forces de sécurité et le gouvernement, le régime de M. Félix Tshisekedi. Et tout ça donc n'est pas de nature à arranger la situation sur le front militaire. Pourquoi s'il y a un silence médiatique, bon c'est vrai qu'on en parle, mais il y a un silence plutôt médiatique sur la réalité des horreurs qui se perpétuent au Congo depuis pas mal d'années. Alors certains avancent bien entendu l'exploitation ou l'exploration des terres rares comme du lithium ou du coltan. Certains nous disent que la présence chinoise dans l'ouest du pays permettent à ces groupes de sécuriser la partie est pour justement essayer de sanctuariser toute cette partie. C'est pour ça qu'on laisserait faire le Rwanda. Finalement, pourquoi est-ce qu'on laisserait tomber, pourquoi la communauté internationale, d'une certaine manière, a laissé tomber la RDC? Il y a plusieurs raisons, mais je crois qu'il y a deux raisons principales. La première est que pendant longtemps, on a fait du Rwanda un acteur essentiel dans les chaînes d'approvisionnement des matières critiques qui proviennent de la RDC. Donc le Rwanda est devenu d'une certaine manière, depuis quelques années, en tout cas depuis près de 30 ans maintenant, le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique des Grands Lacs. Une fois qu'on a dit ça, il faut regarder aussi du côté congolais, dans la mesure où la gouvernance congolaise aussi inquiète
il y a un tel chaos dans la gouvernance congolaise que plusieurs acteurs, notamment au niveau de l'Occident, au niveau de Bruxelles et de Washington, estiment il faille mieux de traiter directement avec le Rwanda, qui est présenté comme un pays stable et dont la gouvernance est exemplaire par rapport à celle de la RDC, pour pouvoir avoir accès aux ressources stratégiques qui proviennent de la RDC. Et c'est la raison pour laquelle on a vu l'Union européenne signer un protocole d'accord sur les minerais critiques avec le Rwanda, alors qu'il est de notoriété publique que la plupart de ces minerais, en tout cas la grande majorité, provient de la RDC, comme l'a montré d'ailleurs un rapport de Global Witness en 2022 qui expliquait que sur 100% des minerais de droite, et donc l'étain, le tungstène et le coltan exportés par le Rwanda, 90% provenaient de la RDC. Et donc au niveau de l'Union européenne, on le sait, mais on fait semblant de hausser le ton, on adopte une posture offensive. Donc en fait, on critique à reculons parce qu'on fait des affaires avec le Rwanda, qui est devenu un acteur incontournable dans la région aux yeux de ceux qui ont besoin des ressources stratégiques congolaises et qui estiment qu'il faut passer par le Rwanda pour l'avoir d'une certaine manière. Et la signature de l'accord de paix de Washington s'inscrit justement dans ce cadre global où on fait de Rwanda un acteur essentiel des chaînes d'approvisionnement des minerais qui proviennent de la RDC. D'où la dimension économique de cet accord qui intègre ce qu'ils appellent une gestion régionale des ressources naturelles, autrement dit, une gestion entre la RDC et le Rwanda des ressources qui proviennent de la RDC. Patrick Beko, vous avez écrit un livre dernièrement, enfin il y a un an, hein, sur le sujet Rwanda, malheur aux vaincus 1994-2024. On le rappelle, le 6 avril 2024 a marqué les 30e commémorations du génocide survenu au Rwanda, au cours duquel près d'1 million de Rwandais ont perdu la vie. L'Occident, on le sait, même au lendemain du génocide, a largement couvert les crimes survenus là-bas. En tout cas, c'est ce que vous nous démontrez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, en fait, ça permet de comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'au Rwanda, il y a ce génocide qui est perpétré. En fait, c'est une guerre civile qui culmine au massacre de masse, qui implique tous les acteurs. Il n'y a pas que des Hutus qui massacrent des Tutsis. Il y a des Tutsis qui massacrent des Tutsis, des Tutsis qui massacrent des Hutus, et des Hutus qui massacrent des Hutus, et des Hutus qui massacrent des Tutsis. C'est la raison pour laquelle je souvent parlé de génocide rwandais. Et si ce génocide a lieu, entre autres, c'est aussi parce qu'on a empêché que les casques bleus des Nations Unies qui étaient présents sur le territoire rwandais, donc au sein de la MINUSMA, donc la mission des Nations Unies, puissent intervenir. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait pression sur le Conseil de sécurité pour que l'ONU n'intervienne pas, et Madeleine Albright a même menacé de poser le veto américain à toute tentative de maintenir les casques bleus sur place. Pourquoi ? Parce que si les casques bleus étaient restés sur place, ils seraient justement intervenus entre les parties belligérantes et auraient pu stopper l'avancée des rebelles Tutsis dirigés par Paul Kagame, qui, eux, étaient soutenus par les Américains et ravitaillés en armes à partir de l'Ouganda. Et c'est la raison pour laquelle ce génocide a en partie eu lieu. Il y a eu ces massacres, et une fois que Kagame est en position de prendre le pouvoir à Kigali, on a voté une nouvelle résolution des Nations Unies pour remettre sur place les casques bleus qui avaient été amputés de 3/4 de leurs effectifs à l'époque. Et donc, à partir de ce moment-là, Kagame, une fois installé en position de force au Rwanda, 2 ans plus tard, il attaque le Congo, donc à l'époque le Zaïre, intervient militairement avec l'Ouganda, avec la bénédiction des États-Unis, parce qu'on a aujourd'hui des éléments attestés qui le prouvent. Et depuis, justement, le Rwanda, avec son président Paul Kagame, est devenu cet élément essentiel du dispositif stratégique états-unien dans la région des Grands Lacs. Et tout ça permet de comprendre cette forme de complaisance ou de retenue que l'on observe dans le cas du Rwanda lorsque des comportements belliqueux et problématiques sont relevés à son sujet. On est sur le point d'entamer l'année 2026. Est-ce qu'il y aurait des chances pour que la paix survienne dans la région ? Mais vraiment une vraie paix définitive ? Je pense que la paix surviendra d'abord si le Congo arrive à renverser le rapport de force sur le terrain et si la communauté internationale et tout particulièrement l'Occident joue franc jeu vis-à-vis des Congolais mais aussi des Africains en cessant de soutenir le Rwandais et en lui imposant des sanctions à la hauteur de son comportement criminel dans la région. Donc en fait, vous êtes plutôt un peu pessimiste puisque vous dites que l'Occident soutienne Paul Kagame. C'est la clé, c'est le verrou. Oui,
oui, parce qu'il y a un soutien implicite. Je crois que lorsque la ville de Uvira est tombée entre les mains du M23 et donc du Rwanda, les États-Unis ont haussé le ton et le lendemain, les forces du M23 ont annoncé se retirer de la ville. Lorsque la ville de Walikale est tombée il y a plusieurs mois, l'ambassade des États-Unis a haussé le ton parce qu'il y a une compagnie minière Alpha Mine qui comporte des intérêts occidentaux, qui est présente dans la région et qui exploite des minerais stratégiques dans ce coin. Donc, quand la ville de Walikale est tombée, l'ambassade des États-Unis a haussé le ton, Washington a haussé le ton et les rebelles du M23 se sont retirés. Donc, on comprend ici qu'au-delà de la question du rapport de force sur le terrain militaire, si l'Occident tout particulièrement hausse le ton et montre au Rwanda qu'il est prêt à imposer des sanctions, le Rwanda va se retirer ou en tout cas va modifier son comportement dans la gestion de la crise qui déchire l'Est de la RDC depuis près de 30 ans maintenant. Et ça sera le mot de la fin. Je fais accompagner ce soir de Patrick Beko, politologue. Merci pour vos analyses et vos réponses. Je vous dis à bientôt, Patrick Beko. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention et je vous dis à demain.